Bonjour. Merci Marie-Christine pour l'accueil. Merci à vous d'être là. Je commence par me présenter brièvement. Vous l'aurez peut-être déjà repéré, j'ai un petit accent qui vient de pas loin de chez vous, de Suisse. Je suis éducatrice et enseignante spécialisée de métier. Je travaille à l'Université de Fribourg comme lectrice. Et j'ai fondé le Petit Conservatoire du Polyhandicap en 2020 pour essentiellement essayer de remplir 3 missions en Suisse romande, mais aussi dans les pays voisins, de nourrir les connaissances sur le polyhandicap au travers d'un volet de recherche, de aussi nourrir les pratiques en mettant à disposition des outils qui sont pour la plupart, qui paraissent pour la plupart en anglais, qu'on adapte en français. Et puis, nourrir les pratiques des professionnels au travers de formations, de conférences, de journées d'études, d'intervisions, d'accompagnement de pratiques. Et puis aussi une présence médiatique, une veille dans le sens de la préservation des droits des personnes qui présentent un polyhandicap et de leur famille. Pour ma part, la rencontre avec le polyhandicap s'est faite en effet totalement par hasard, mais a été décisive, a bouleversé ma vie, mais très positivement. Et parmi les rencontres que je dois aux personnes qui présentent un polyhandicap, il y a celle de Georges Solus, avec lequel j'ai cheminé tout au long de ma thèse qui portait sur la conscience de soi, et qui est devenu un cher ami. Et l'idée de produire ce film m'est venue de ma fascination pour les pionnières et pour les pionniers. Je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on devient un pionnier ou une pionnière? Et Georges Solus fait partie des grands pionniers du polyhandicap. Et j'ai souhaité produire un film en plan fixe, c'est-à-dire que vous allez voir, on voit Georges en plan fixe. C'est un film que nous avons réalisé l'été dernier chez lui en Provence, avec comme modèle, vraiment, comme consigne que j'ai donnée à la journaliste, je veux une seule prise, 1h15 maximum, donc pas de montage. Georges n'était pas au courant des questions qui allaient lui être posées. Et je souhaitais que cet entretien, ce film, permette de garder une trace audiovisuelle de qualité de la pensée extraordinairement riche de Georges, qui va continuer à stimuler des générations d'éducateurs, de parents, de professionnels. Ce film, il fait l'objet d'avant-premières, donc on a fait l'avant-première suisse la semaine dernière à Lausanne. Il y a plus de 300 personnes qui sont venues voir le film et l'accueil a été très touchant et favorable. Et puis demain, on va faire l'avant-première nationale française à Marseille, dans le pays de Georges. Et aujourd'hui, vous allez voir juste des extraits. Donc, ce n'est pas à l'image de la qualité de production du film complet, mais je vous rassure, j'espère que vous serez frustrés de voir que des extraits. Vous pourrez voir le film complet bientôt en libre accès sur le site internet du Petit Conservatoire. Et peut-être aussi à Paris, à l'automne, on vivra une projection débat. Mon objectif, c'est que ce film vive, donc présentez-le, regardez-le, utilisez-le dans vos établissements, faites des projections débat. Je suis sûre qu'il a une longue vie devant lui. Voilà, donc bon visionnement de ces extraits et je reste à disposition si vous avez des questions plus tard. Merci. Votre rencontre à vous, Georges Solus, avec le polyhandicap, vous parlez souvent de rencontre de l'extrême. Qu'est-ce que ça veut dire? La vulnérabilité, je pense, appartient à toute condition humaine. Mais elle est portée à un degré extrême chez ces personnes polyhandicapées
Parce que ils partagent avec nous un certain nombre de vulnérabilités. Pour faire simple, ils partagent notre vulnérabilité corporelle, physique, évidemment. Ils sont vulnérables, comme nous. Ils sont vulnérables psychologiquement, comme nous. Mais déjà, beaucoup plus que nous. Et puis alors, ils partagent avec nous, mais alors à un degré extrême, c'est là que l'adjectif se justifie, ils partagent à un degré extrême notre vulnérabilité ontologique, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'entre nous d'être à un moment de son existence nié dans sa propre humanité. Ce qui est arrivé, bien sûr, sur notre terre européenne il y a quelques décennies, il n'y a pas tout près de chez nous, et ce qui doit arriver tous les jours quelque part dans ce monde et qui continuera d'arriver sûrement. Je suis entré dans le polyhandicap tout à fait par hasard. Un confrère, âgé de quelques années plus que moi, m'a dit écoute, vraiment, si tu veux, je te laisse mon poste un quart de temps que j'ai à quelques kilomètres d'ici. Il n'y a absolument rien à faire. N'oublie surtout pas tes cigarettes en allant travailler parce qu'on ne fait que fumer là-bas avec les éducatrices. Et tu verras, ce sont des gosses pour lesquels il n'y a rien à faire, mais il faut s'occuper des gens qui s'en occupent parce qu'eux souffrent beaucoup et ils ont besoin de psychiatres. Donc si tu veux y aller, vas-y. C'est comme ça que je suis allé pas loin d'ici, à Istres. Et c'est comme ça que j'ai découvert les polyhandicapés, que j'ai d'abord pris pour ce pourquoi ils m'étaient présentés, c'est-à-dire un gagne-pain, quoi. Et puis petit à petit, quelque chose s'est passé entre eux et moi, ou je ne sais pas si c'est entre eux et moi, ou je ne sais pas exactement. Quelque chose s'est passé que j'ai fini par m'intéresser à ce qu'ils étaient, à ce qu'ils sont, et je n'ai jamais cessé de le faire depuis bientôt 50 ans. En ces matières-là, il se faisait peu de choses il y a 50 ans en France, en matière de polyhandicap. Hein. Donc oui, c'était le désert. C'était le désert. Il n'y avait qu'une chose forte, c'était la souffrance des professionnels. Là c'était un terrain tout à fait vérifiable et sur lequel je me suis d'abord exercé. Mais dans une mission psychiatrique, il n'avait rien d'extraordinaire, quoi, de soutien de la souffrance humaine générée par une situation professionnelle. Et à ce moment-là, le terme polyhandicap ne ressortait pas des autres handicaps. Vous avez apporté une vision, vous en avez fait quelque part une catégorie. Alors, en cette matière, il faut distinguer deux choses. Je n'ai pas inventé le mot polyhandicap. La personne qui l'a inventé, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est la retraitée Elisabeth Zuckman, médecin rééducateur. À la suite de l'intuition d'Elisabeth Zuckman, nous sommes efforcés de définir ce que pouvait être généralement la distinction, la particularité du polyhandicap par rapport aux autres multihandicaps. Cette particularité, je l'ai résumée dans les mots qui suivent, que j'ai en tête encore, hein. Dans la situation de polyhandicap, une atteinte anatomique et fonctionnelle cérébrale entraîne de multiples perturbations des relations perceptivo-motrices, cognitives et affectives de l'enfant avec son environnement matériel et humain. Il s'agit d'une atteinte cérébrale très précoce. Ça, c'est une définition très générale du polyhandicap. Et nous étions contents de l'avoir pondue, mais il s'est avéré très rapidement qu'elle n'était pas très efficace sur le plan de la discrimination clinique, au sens où, sous cette définition, entraient encore des enfants très différents les uns des autres. J'ai écrit quelque part un article qui s'intitule « Votre enfant est un légume ». Oui. Ce qui est une provocation, donc, on est Comment? bien d'accord. C'est une provocation de le dire comme ça. C'est une provocation, oui, bien sûr. C'est une provocation qui n'est pas gratuite, puisque j'ai repris dans ce titre d'article les propos qui m'ont été rapportés par une maman
d'un professeur de neuropédiatrie qui lui avait dit ça la veille. Donc, votre enfant, l'expression exacte était « votre enfant est un légume, refaites-en un autre ». C'est une manière d'annoncer le handicap. Depuis, nous avons fait quelques progrès, mais il ne faut pas croire que nous sommes encore à l'abri de tels excès de langage, hein, de tels excès de langage, donc de tels excès de pensée, bien sûr. Hein. Est-ce que dans leur reconnaissance ou dans leur façon de vivre, la question fondamentale, c'est est-ce qu'ils sont des êtres humains comme les autres à part entière, parfois c'est posé? Non, elle ne s'est pas posée parfois, elle se pose toujours. Elle s'est posée hier, elle se pose aujourd'hui, elle se posera demain. Il n'y a pas de doute. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Oui, évidemment qu'elle se pose. Vous imaginez, il faut le dire quand même, c'est le moment de le dire, que lorsqu'un professionnel comme moi se pose une telle question, cette question n'est pas forcément censée l'empêcher de dormir. Lorsque c'est un parent qui se la pose, ça a une autre dimension. Et je crois que les professionnels que nous sommes doivent être attentifs à ces questionnements parentaux. C'est-à-dire que, au-delà de la mode qui consiste à aider les parents à faire ce qu'il faut faire pour leur enfant, il faut aussi ne pas oublier de les aider à penser leur enfant, ce qui n'est pas forcément dans tous les programmes pédagogiques. Penser l'enfant. Et penser l'enfant comme un être humain à part entière. Ça va presque toujours de soi, mais il se trouve qu'en matière de polyhandicap sévère, il y a des cas où ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Cette question, évidemment, est une question d'éthique. Le domaine éthique est un domaine étranger à la performance. Je pense que le mot qui convient le mieux, ce n'est pas un néologisme, il est vieux celui-là de mots, c'est le mot de dignité. Qu'est-ce qui fait notre dignité? Qu'est-ce qui fait la dignité d'un être humain? Ce ne sont pas ses performances. Je pense que pour revenir à la dignité, pour penser l'action psychoéducative sur un fond éthique, il faut revenir à cette notion fondamentale de vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas une performance et ce n'est pas le contraire d'une performance. La vulnérabilité, c'est simplement être menacé dans son existence même, physique, psychologique ou éthique, spirituelle, qui relève de la dignité. Je pense que si nous nous plaçons avec cet arrière-fond plutôt philosophique, oui, nous voyons les personnes polyhandicapées un peu autrement. C'est-à-dire que nous ne les voyons plus seulement comme des êtres qui pourront bénéficier de notre savoir, ce qui est le cas, effectivement. Non, on ne les voit plus seulement comme ça. On les voit comme des êtres qui, finalement, du fait de leur extrême vulnérabilité, nous mettent dans une position de les ignorer, de les détruire. Et finalement, c'est cette position qu'il faut éviter, en même temps qu'on les éduque. Et cette position, ça consiste à faire l'expérience du fait que la vulnérabilité, quand elle est extrême chez un être humain, elle devient un commandement pour celui qui s'occupe de cet être.